Bonjour à tous, salut Oran. Salut Kassem. Alors comme vous le voyez, nous sommes ici à Blénimille, dans les galeries à moins 30 mètres sous terre. Et tout à l'heure, vous serez près de 600 à descendre à moins 60 mètres pour découvrir ces galeries où des hommes ont durement travaillé pour la prospérité de la Wallonie et de la Belgique. Et oui Kassem, et le temps pour nous de remonter jusqu'à vous, c'est l'occasion pour vous de découvrir une partie de l'histoire de ce site emblématique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense que tout est prêt pour le congrès, il n'y a plus qu'à monter. On y va ? Parfait. À Blény, l'exploitation du charbon remonte au XVIe siècle. Dès le XIXe, l'industrialisation transforme radicalement l'activité minière. Le site d'Argentot-Trembleur se structure autour de puits, de galeries souterraines, d'installations de traitement, participant à l'effort industriel du bassin liégeois. À son apogée, l'exploitation atteint plus de 500 mètres de profondeur, ce qui témoigne de l'effort surhumain demandé aux mineurs et de leurs conditions de travail particulièrement extrêmes. La mine atteint son pic de production en 1970, avec plus de 230 000 tonnes extraites par 700 travailleurs. Dernier charbonnage en activité du bassin liégeois, la mine cesse définitivement l'extraction le 31 mars 1980. Signant la fin d'un modèle économique et social qui a façonné durablement le territoire. Dès les années 80, la province de Liège rachète la mine, sécurise les galeries au niveau moins 30 et moins 60 mètres et entame la reconversion du site avec le soutien de la région wallonne et de fonds européens. Blény devient un témoin concret de l'histoire industrielle et minière de la Wallonie et surtout de la réalité du travail de celles et ceux qui ont exploité le charbonnage à la force des bras jour après jour. Votre présence ici, à Blény, ce 1er mai, rend hommage aux mineurs, à leur travail, à ce site qui emporte encore la mémoire. Voilà Kassem, on sort de la mine, on rend nos casques et on va pouvoir commencer. Exactement, Oran, on rend nos casques. Alors c'est particulier, on n'a pas l'habitude de venir comme ça des backstage et c'est une première ici, les backstage. Mais avant d'évoquer tout ça, tu dis Blény ou Bleny? Bah moi je dis Blény. Bon, il y a deux écoles, bref, on ne se mettra pas d'accord. En tout cas, c'est backstage, c'est ici que tout se passe. C'est le cœur battant de nos congrès. Les équipes sont là depuis plusieurs jours, depuis très tôt ce matin pour vous donner un moment mémorable en cette date de 1er mai. On est hyper content de vous retrouver. On refait un peu nos cheveux aussi parce que le casque, il écrase quand même tout ça. Et ici, cette grande bâche blanche, ce grand stand qu'on connaît un peu tous. Et oui, c'est là qu'on va se retrouver tous après pour partager un barbecue, le traditionnel barbecue qui est toujours délicieux. Ah mais regarde Kassem, j'aperçois Cédric qui est déjà là. Exactement, les backstage avec l'ensemble de nos ministres, les différents collègues qui sont là. Et puis Cédric, président des GNMR. Salut Cédric, tu vas bien ? Eh bien écoute, ça va très bien. Alors on est ici dans ta province, j'imagine que tu es content quand même d'avoir un 1er mai ici chez toi, ça fait quoi ? Ça fait quelque chose quand même de voir autant de militants, près de 2000 personnes, dont de nombreux GNMR ici présents. Exactement. Alors 25 ans les GNMR cette année, c'est un anniversaire, on va en parler. Et puis c'est aussi la plus grande jeunesse politique. Et tout ça, on l'évoque dans quelques instants avec toi. On va s'installer, on va démarrer ce 1er mai en plein soleil, c'est un véritable plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus eu l'occasion de se retrouver sous un magnifique soleil. Et tout d'abord, on voulait vous dire merci. Merci pour votre militantisme, merci pour votre présence, merci aussi pour votre fierté simplement d'être des libéraux. Et merci de soutenir notre action dans les différents gouvernements, dans nos communes ou encore dans les différents parlements. Et oui Kassem, mais ce 1er mai pour nous, ce n'est pas seulement un symbole, c'est l'occasion de rappeler nos combats politiques, les décisions concrètes, nos promesses tenues pour le pouvoir d'achat, l'emploi et la liberté d'entreprendre. Aujourd'hui, nous allons parler énergie, pouvoir d'achat, emploi, avenir de nos régions. Et nous terminerons ce moment par le discours jamais traditionnel de notre président, Georges-Louis Boucher. Et avant tout cela, vous le voyez, il est entre nous. On a commencé à évoquer la situation des GNMR. Cédric Debuff, on te laisse la parole. Cédric, à tout de suite. Merci Oran, merci Kassem. Vous avez bien entendu, nous sommes au GNMR plus de 8000 membres, la première jeunesse politique de ce pays. Et cette année, nous fêtons nos 25 ans. 25 ans de combat, de présence,
de militantisme. Ces 8000 jeunes déterminés, vous les croisez dans vos soupers de section, aux after-work, sur les campus, dans les tournées des vœux, ou encore ici, sur ce magnifique site de Blénimine, dans notre belle province de Liège. Cette jeunesse, elle est partout, elle est ultra motivée. Alors permettez-moi de saluer les nombreux jeunes MR ici présents aujourd'hui. Merci à vous les gars, vraiment. Je pense que vous pouvez les applaudir. Vous êtes le moteur de ce parti et je tenais à vous dire devant tous nos militants à quel point c'est un honneur de présider la plus grande jeunesse politique de ce pays et de mener ce combat à vos côtés. Sous cette présidence, clairement, les jeunes MR iront partout en Wallonie et à Bruxelles, là où on nous attend, et surtout là où on ne nous attend pas. À Bleuny, à Libramont, à Andenne, à Mons, à Tubize, à Woluwe, à Rhodes, à Molenbeek et au hasard, à Sprimont. Soyez-en certains, le parti pourra toujours compter sur sa jeunesse. Nous serons là à tous les rendez-vous, qu'ils soient politiques ou électoraux, pour être une force de proposition et pour faire rayonner le MR, le véritable parti des travailleurs. Vive le MR, vive les jeunes MR et bonne fête du travail à tous. Merci Cédric. Et maintenant, la parole à un autre jeune, celui qui nous accueille ici. Exactement, c'est le bourgmestre d'Élu, c'est le maître d'Élu. Et il a réussi un véritable exploit aux dernières élections communales. Il a fait tomber une majorité socialiste qui était présente ici en plein pouvoir depuis près de 47 ans. C'est un véritable exploit. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir le bourgmestre de Blény, Jérôme Cochard. Bonjour. Bonjour. Chers amis, mais quel plaisir que de vous accueillir ici, à Blénimine, un site exceptionnel inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un site qui d'ailleurs suscite l'intérêt ces derniers jours. Et vous êtes d'ailleurs plus de 2000 à vous être inscrits pour fêter ensemble le travail. Alors, vous l'avez vu dans la vidéo, Blénimine, c'est avant tout des hommes et des femmes qui, par leur travail, par leur courage, par leur solidarité, ont permis de créer la société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui. Mais Blénimine, ce ne sont pas que des mineurs, ce sont aussi des ingénieurs, de l'ingénierie, des innovations. Et regardez, c'est surtout aussi un témoin vivant du passé industriel qui a totalement façonné notre région. Ceux qui ont fait le choix de descendre dans la mine tout à l'heure, vous descendrez à moins 30, moins 60 mètres sous terre, par le puits où les mineurs descendaient autrefois. Vous allez vous rendre compte, par vous-même, des conditions de vie et de travail des mineurs. Vous allez donc vivre une expérience immersive dans la peau d'un mineur. Vous allez vous rendre par vous-même compte, vous allez vous rendre compte tout simplement qu'aujourd'hui, Blénimine, c'est plus que ceci, c'est un passeur de mémoire et c'est pour ça que je suis fier de vous accueillir aujourd'hui à Blénimine. Alors, je ne vous accueille pas qu'à Blénimine aujourd'hui. Je vous accueille également dans cette magnifique commune de Bleuny, qui, je dois bien vous le confesser, se porte mieux depuis les dernières élections communales. Et oui, nous avons mis fin à près de 50 années de majorité absolue socialiste. Alors, je souhaiterais profiter de l'occasion pour m'adresser à tous les militants, les sympathisants, les élus locaux qui se trouvent en minorité dans leur commune. Ne perdez pas espoir. Si Bleuny l'a fait, alors que peu y croyaient, vous y arriverez. Continuez d'occuper le terrain. Allez à la rencontre de vos concitoyens. Maîtrisez vos dossiers. Ayez une bonne communication. Et peut-être qu'en 2031, c'est dans votre commune que nous fêterons le 1er mai. Alors, chers amis, avant de céder la parole aux autres intervenants du jour, je souhaiterais vraiment remercier chaleureusement les forces de l'ordre qui, depuis des semaines, sont à pied d'œuvre pour nous permettre de nous réunir aujourd'hui en toute sécurité. Et je souhaiterais vous dire également et vous partager avec vous mon étonnement, teinté d'ailleurs d'une certaine inquiétude, lorsque j'entends certaines personnalités, souvent venues de la gauche d'ailleurs,
qui s'étonne des mesures que les autorités locales doivent prendre pour garantir la sécurité de rassemblements démocratiques et qui plus est de la première force politique en Wallonie et à Bruxelles. C'est même devenu un sujet à controverse. Alors, moi je constate que ce silence devient assourdissant lorsqu'il convient de nommer les causes qui conduisent à ces conséquences. Car sincèrement, qu'est-ce qui justifie ces mesures de sécurité, sinon la violence de certains groupuscules qui refusent à d'autres le droit fondamental de penser différemment? Alors je vous le dis, avec une certaine gravité. En tant que démocrates, nous ne transigerons pas. La violence n'est pas une opinion. Les idées, elles se débattent, elles se combattent à coups d'arguments, mais pas à coups de poing. Et aujourd'hui, je suis fier de vous dire qu'à Bleny, sous ce magnifique ciel bleu et ce soleil, la démocratie, elle a gagné. Excellente fête du travail à tous! Pour remettre notre pays, nos régions en mouvement, il faut remettre plus de gens au travail. L'objectif national, 80% de taux d'emploi. Le chômage est désormais limité à 2 ans. C'est une révolution. Le travail doit payer plus que l'inactivité. Nous voulons un écart net entre revenus issus du travail et revenus d'allocation. Nous ferons la réforme fiscale nécessaire. Nous accompagnons chaque chercheur d'emploi et nous renforçons l'éducation en alternance. L'heure est au travail. Merci beaucoup Jérôme pour ton accueil et ton engagement de véritable blénitois. Et nous invitons maintenant à nous rejoindre sur scène les personnalités de notre première intervention consacrée au travail, à la formation et à l'emploi. Ils sont 3 qui, chacun dans leur domaine, ont le travail au cœur de leurs actions. Et ce travail, vous le voyez au quotidien, et notamment ici derrière nous avec cette magnifique toile. Vous aurez reconnu l'inspiration Andy Warhol avec ses mains qui sont au centre. Les mains des travailleurs et des travailleuses qui nous permettent de l'industrie, de la prospérité, de la richesse et également du progrès. C'est véritablement l'ambition du mouvement réformateur. On va donc effectivement accueillir nos différents intervenants car avec le MR, c'est promesse tenue. Au fédéral, nous avons limité le chômage à 2 ans dans le temps. En Wallonie, le Forum a véritablement été repensé, plus compétent, moins de structures. Et puis en fédération Wallonie-Bruxelles, l'école est au cœur de nos préoccupations. Merci donc d'accueillir les ministres à la manœuvre en commençant par notre vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, David Clarinval. Et le ministre wallon de l'Emploi et régional de l'étape, Pierre-Yves Géolet. Et on termine par notre ministre de l'Éducation en fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatini. Pierre-Yves, voilà, on m'entend, c'est mieux comme ça. Merci à tous les 3 d'être présents. Alors c'est vrai que c'est pas particulier, on est dans le public, on va vous poser ces différentes questions. David, le MR a véritablement voulu récupérer la compétence de l'emploi au sein du gouvernement fédéral. Finalement, c'est quoi cette patte MR à l'emploi après près de 100 ans, je crois, d'absence libérale à ce portefeuille? Mais en effet, Kassem, avec Georges Houy, au soir des élections, et quand nous avons forgé ce gouvernement fédéral, nous avons choisi de prendre le département du travail. Ça n'était pas le fruit du hasard. On voulait vraiment s'accaparer cette compétence qui était en effet dans les mains des socialistes et des sociodémocrates depuis plus de 104 ans. Il était donc important, pas seulement sur le plan symbolique, mais aussi en termes d'action, de pouvoir prendre ce département et, parce que nous sommes des réformateurs, de pouvoir y porter les réformes nécessaires dont la Belgique avait grand besoin. Et donc, tu l'as rappelé, on a immédiatement mis en œuvre cette réforme de la limitation du chômage dans le temps, qui en fait était une erreur de l'histoire. On était le seul pays à avoir cette situation qui créait évidemment bien des difficultés et qui avait bien des effets pervers. Mais on a aussi mis en œuvre toute une série d'autres réformes, des réformes importantes, substantielles. Pas plus tard qu'hier au Parlement, nous avons décidé d'étendre tous les flexi-jobs dans tous les secteurs, en ce compris
dans le secteur public. C'est une réforme qui est attendue par les travailleurs, mais aussi par les employeurs. On a aussi décidé de plafonner les préavis. On va réinstaurer la clause d'essai. Pourquoi ? Parce que ça permet aux jeunes de pouvoir acquérir une première expérience. Trop souvent, on entend les jeunes dire « mais je n'ai pas eu l'emploi parce qu'on proposait cet emploi à quelqu'un qui avait déjà de l'expérience ». Grâce à la réinstauration de la clause d'essai, on va pouvoir donner cette chance aux jeunes. On a aussi, et c'est un problème majeur, décidé de diminuer le coût du travail. Vous savez qu'en Belgique, malheureusement, on est un des champions du monde en termes de coût du travail. Donc, on va diminuer d'1 milliard d'euros les cotisations sociales pour que nous soyons plus compétitifs, évidemment, par rapport aux autres pays. Toute une série d'autres réformes que je ne vais pas détailler ici, ce serait trop long. Mais sachez qu'en 18 mois, avec Éléonore Simonet, avec Bernard Quintin et Mathieu Billet, on a fait plus que 100 ans de socialisme en termes d'emploi. Merci beaucoup, David. Merci. Pierre-Yves, vous avez fait du Forum un outil plus exigeant et plus proche des réalités du terrain. Quelles sont les principales transformations déjà visibles pour les chômeurs et les entreprises et quelles sont les prochaines étapes pour que, en Wallonie, le travail redevienne vraiment la norme ? Alors le travail doit toujours être plus attractif que l'inactivité et l'assistance. Et on a un paradoxe en Wallonie, c'est d'avoir 260 000 chercheurs d'emploi et beaucoup de métiers en pénurie, beaucoup d'employeurs, de patrons qui ne parviennent pas à engager la main-d'œuvre nécessaire. Et donc on a imposé au Forum un vrai changement culturel. On a mis en place un accompagnement du chercheur d'emploi beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide, beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus orienté résultat, c'est évidemment essentiel, mais aussi plus exigeant et plus responsabilisant pour le chercheur d'emploi parce qu'il y a un accompagnement, certes, mais il y a aussi des contrôles et des sanctions si on voit qu'un minimum d'effort n'est pas accompli. Vous savez, le MR, il prône une justice sociale. La justice sociale, ce sont bien évidemment des droits, mais aussi des devoirs. Des devoirs de s'engager activement dans la recherche d'emploi. Un devoir aussi de se former et aussi un devoir de saisir toutes les opportunités qui se présentent. Alors, on n'a pas cessé de réformer, et vous savez qu'on a un paysage très compliqué en matière d'emploi, en matière de réinsertion socio-professionnelle. Et pour accompagner mieux, avoir plus de proximité, on va passer au 1er janvier 2027 de 311 structures publiques à 43 points de contact uniques de proximité en matière d'emploi. Et puis on veut aussi, pour inciter les entreprises à engager des personnes plus éloignées du marché du travail, on a simplifié, on a rationalisé tous les dispositifs d'aide à l'emploi avec un incitant unique, simplifié et ciblé sur les personnes plus éloignées du marché du travail. Vous voyez, le MR, c'est inciter, c'est responsabiliser les entreprises. Tout le contraire de ce que la gauche veut faire. La gauche, elle veut imposer aux entreprises d'engager, obligatoirement d'engager 3% des exclus du chômage. La gauche, elle veut imposer aux entreprises que demain, les travailleurs travaillent moins pour le même salaire. C'est une ineptie sur le plan économique. Alors, vous savez, le travail, respecter le travail, c'est aussi respecter celles et ceux qui le créent. Arrêtons de stigmatiser les entreprises, de les considérer comme les boucs émissaires permanents, responsables de tous les maux, parce que ce sont nos entrepreneurs, nos indépendants, nos artisans, nos commerçants, nos responsables d'entreprises, les petites, les moyennes, les grandes, qui créent du travail, qui investissent, qui osent, qui prennent des risques au quotidien. Ça, ce sont évidemment nos entreprises. Contrairement à celles et ceux qui préfèrent faire des grèves perpétuelles, des grèves à répétition, des blocages, des actions pour tout et tout le temps. Eh bien, ceux-là, ces gens-là, chers amis libéraux, ils ne respectent pas le travail, ils ne développent pas le travail, ils n'encouragent pas le travail, ils le fragilisent, ils freinent les investissements et ces gens-là abîment l'image et l'attractivité de notre pays et de nos régions. Et je terminerai, chers amis libéraux, plus que jamais,
Le travail est un facteur d'émancipation de l'individu. Plus que jamais, le travail est un facteur d'inclusion. Mais le travail aussi est un levier pour la croissance de notre économie. Le travail est un levier pour la compétitivité de nos entreprises. Plus que jamais, chers amis libéraux, le travail doit être valorisé, il doit être récompensé, il doit être cité en exemple. Merci beaucoup Pierre-Yves. Alors Valérie, vous faites aussi en sorte que les savoirs de base, lire, écrire, compter, soient maîtrisés dès le plus jeune âge. C'est une réforme importante. Et puis aussi, vous travaillez sur faire mieux communiquer le monde du travail, le monde de l'entreprise avec le monde de l'école. Alors, pouvez-vous nous expliquer, Valérie, comment ces réformes donnent de vraies perspectives aux jeunes et répondent aussi aux besoins des entreprises ? Mais avec plaisir, Kassem. Bonjour à tous. Super. D'abord, je ne cache pas mon plaisir d'être parmi vous aujourd'hui avec mes deux bodyguards. Et je suis vraiment heureuse d'être avec eux sur cette scène parce que je suis témoin au jour le jour du fait qu'ils vont au charbon. Alors, vous allez dire ces deux circonstances, ils vont au charbon pour défendre le travail. Donc, c'est vraiment un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Tu l'as rappelé, Kassem, la priorité du MR en matière d'école, en matière d'enseignement, ce sont les compétences de base. Et donc, effectivement, ce que nous voulons faire, c'est assurer que nos élèves sachent bien, en sortant de 3e primaire, calculer, lire, écrire, parce que c'est la base. Et c'est la raison pour laquelle nous avons instauré à partir de la rentrée prochaine, donc je ne vous parle pas dans 10 ans, je vous parle de dans quelques mois, le test clé en début de 4e primaire, clé pour calcul, lecture, écriture. Nous ne voulons plus que des élèves passent d'une année à l'autre sans avoir la certitude qu'ils ont bien fait l'acquisition de ces compétences de base. Et c'est toute la différence. C'est toute la différence entre ce que les partis de gauche vont vous dire. Un élève doit pouvoir passer d'une année à l'autre, parce que vous savez, le redoublement, ça coûte cher, donc il faut les laisser passer. Et puis ce que nous prônons, pas passer d'une année à l'autre, réussir son année, être certain qu'on a bien fait l'acquisition des compétences de base. Nous voulons aussi, bien sûr, revoir à la hausse, et nous venons de le faire, les seuils de réussite, parce qu'on sait que les seuils de réussite au CEB en 6e primaire ou le seuil de réussite au CESS en 6e secondaire, ils étaient trop bas. 50%, c'est l'école des fans. Tout le monde avait son CEB, ou 90% des élèves avaient leur CEB. Et ça ne permet pas d'être certain qu'un élève qui sort de primaire va progresser sans difficulté dans le secondaire. Donc oui, nous allons remettre au cœur les compétences de base. Et puis tu le disais, Kassem, il y a également la nécessité de mieux armer nos jeunes pour qu'ils puissent trouver un job à la fin de leurs études. Et c'est vrai qu'on est ici sur un territoire qui a été façonné par la main de l'homme. C'est très important de remettre au cœur les métiers techniques et technologiques, les métiers qui mettent en avant l'intelligence de la main. Pourquoi ? Parce qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, nous allons devoir diriger davantage de jeunes vers des métiers techniques, vers des métiers technologiques, vers des métiers qui sont bien rémunérés, vers des métiers pour lesquels il y a des pénuries importantes. Et donc pour ça, on a un vrai projet de revalorisation de l'enseignement qualifiant. Trop souvent, nos jeunes hésitent à se diriger vers cet enseignement. Il faut rappeler que c'est un enseignement d'excellence. Et pour ça, il faut revoir les programmes. On sait qu'on a des programmes qui sont beaucoup trop vieux. 80% des programmes ont 14 ans. Il faut mieux former nos enseignants. Et puis surtout, il faut promouvoir une modalité pédagogique particulière qui est l'alternance. 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise. Il faut aussi aider nos jeunes à trouver des places de stage. Et donc, quand je dis que je suis très heureuse d'être à côté de Pierre-Yves Géolé aujourd'hui, ce ne sont pas que des mots, parce que nous portons ensemble une réforme pour revaloriser l'enseignement qualifiant et le rendre plus en adéquation avec les besoins des entreprises et tout simplement permettre que davantage de jeunes puissent être mis à l'emploi et qu'on puisse remettre à l'honneur les métiers de l'intelligence de la main. Merci. Merci David, merci Pierre-Yves, merci Valérie pour ces échanges clairs et pour votre travail au quotidien. Vous l'avez montré, pour le MR, le meilleur filet de sécurité sociale, c'est le travail et pas l'assistanat. Merci à tous les trois, on vous invite à quitter la scène par l'avant et à venir vous installer.
Alors merci encore David, Pierre-Yves, Valérie. L'emploi qui était donc au cœur de ce premier tableau. Vous avez vu cette magnifique toile d'Andy Warhol. Et donc réformer le chômage, transformer le forum, rapprocher l'école de l'entreprise, c'est aussi donc les conditions pour relever un autre défi, un défi hyper important. Et pour découvrir le thème, pour découvrir le contexte de ce second tableau, on va toutes et tous regarder cette grande bâche car ça se passe maintenant. L'énergie de la croissance. À tout de suite. Nous dépendons à 75% du gaz et du pétrole. Notre consommation augmente, nos factures aussi. En 2025, la Belgique a consommé plus de 80 TWh. En 2030, ce sera 110. En 2040, 160. Il faut raccorder les ménages, les entreprises, les data centers, les industries. Tout le monde veut cette énergie abondante, abordable et durable. Nous voulons de nouveaux réacteurs nucléaires. Nous renforçons l'éolien en mer et le photovoltaïque. Ce mix garantit notre approvisionnement. Pour réussir la transition, garantir notre souveraineté et assurer notre croissance. Je le disais, l'énergie de la croissance. Vous aurez là aussi reconnu une autre inspiration, celle d'Hergé et notre célèbre fusée, la fusée de Tintin. La ligne claire de la BD belge au service d'un message assez simple, on l'évoque. C'est la fusée revisitée en bleu qui symbolise notre cap, une énergie au service de la croissance et une réindustrialisation qui propulse la Wallonie et Bruxelles vers l'avenir. Et oui, Kassem, et nos trois intervenants suivants sont en première ligne sur ce sujet majeur. L'énergie, c'est le moteur indispensable de la croissance, au cœur de toutes nos préoccupations, des grandes tensions géostratégiques jusqu'au prix à la pompe ou sur notre facture de gaz et d'électricité. Je vous demande d'applaudir le ministre fédéral de l'énergie, Mathieu Billet. La ministre wallonne de l'énergie, Cécile Neven. Et la secrétaire d'État bruxelloise en charge de l'énergie, Audrey Henry. Merci à tous les trois d'être présents. Alors vous l'avez vu, c'est plus facile pour ce second panel. Mathieu, un sujet d'actualité au cœur de la discussion. Hier, l'État belge et Engie ont donc ouvert des négociations en vue de reprise des activités nucléaires avec la suspension des opérations de démantèlement. Alors dans ce contexte, vous portez au niveau fédéral la stratégie énergétique du MR, produire localement, sécuriser l'approvisionnement et protéger à la fois le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises. Alors, Mathieu, concrètement, quelles décisions allez-vous encore prendre dans les prochains mois et dans les prochaines années pour stabiliser cette énergie pour toutes et tous ? Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Liège pour tous ceux qui n'ont pas l'occasion d'y habiter ou la chance d'y habiter. Vous voyez un coin de ciel bleu et pas de manifestants, donc c'est évidemment toujours un plaisir de vous accueillir ici à Liège. Alors, pour revenir sur la décision d'hier, évidemment, c'est un grand moment pour notre politique énergétique, la politique libérale. On a toujours voulu mettre le nucléaire au centre de notre mix énergétique. On avait un programme clair sur la question, on avait un accord de gouvernement qui était clair sur la question, et donc évidemment on prend des discussions et des décisions qui sont claires sur le sujet. Et donc pour revenir avec ce nucléaire au centre du jeu, pour avoir une énergie décarbonée, une énergie abondante et à un prix abordable, qui étaient les maîtres mots de cet accord de gouvernement, il fallait faire revenir ce nucléaire dans le mix énergétique. Et la décision d'hier, elle a une conséquence très claire. C'est l'arrêt du démantèlement des réacteurs nucléaires en Belgique à partir d'aujourd'hui. C'était fondamental pour nous d'avoir cet arrêt du démantèlement, parce qu'en fait, il ouvre la porte aujourd'hui à de nouvelles prolongations, mais cet accord avec Engie, en tout cas ce cadre d'accord avec Engie, il donne aussi des chances pour la nouvelle construction de réacteurs. On le disait tout à l'heure, tu le disais dans ton propos introductif, il faut construire des nouvelles capacités nucléaires en Belgique. Et cet accord avec Engie, il nous permet de récupérer des terrains, par exemple, pour construire ces nouvelles capacités. Donc vous l'aurez compris, cet arrêt du démantèlement et cet accord, il ouvre les portes sur le futur du nucléaire en Belgique. Le nucléaire, aujourd'hui, n'est plus une énergie de transition, il est une énergie durable avec laquelle on veut travailler pendant des dizaines d'années. Et c'est évidemment une bonne chose pour nos ménages, une énergie abordable et abondante, mais c'est aussi important, et Pierre-Yves et David notamment le disaient tout à l'heure, pour nos entreprises, d'avoir une énergie décarbonée, abordable
et abondante et décarbonée. On le sait, l'Europe nous impose des critères de décarbonation pour notre industrie. Et si on veut que nos industries, elles survivent avec ces règles européennes, il leur faut une énergie décarbonée. Et donc vous aurez vu que cette décision d'hier, elle est en parfaite cohérence avec la stratégie du parti, avec le programme de notre parti, avec l'accord du gouvernement, mais aussi avec l'avenir de nos entreprises. Et donc évidemment, on est très content d'y être arrivé hier. Merci Mathieu. Merci. Cécile, vous êtes en première ligne en Wallonie pour lier l'énergie au quotidien des gens. Raccordement, rénovation, accompagnement des ménages, mais aussi accès des entreprises aux capacités du réseau. Beaucoup d'entreprises wallonnes se heurtent encore à des réseaux saturés et beaucoup de ménages s'inquiètent du coût de la transition. Comment, en tant que ministre wallonne de l'énergie, allez-vous à la fois garantir aux entreprises des connexions suffisantes pour investir et offrir aux familles un accompagnement réaliste avec des règles simples et des aides efficaces pour réduire leurs factures? Bonjour Oran, bonjour à toutes et tous. Eh bien, Oran, on parle beaucoup du détroit d'Ormuz. En réalité, en région wallonne, le vrai problème, c'est l'accès à la puissance électrique. En fait, on a toute une série de projets sur le territoire qu'on refuse, faute d'accès à la puissance électrique. Alors, c'est votre voisin qui ne sait pas charger sa voiture, c'est une PME qui veut s'implanter ou s'agrandir dans une zone d'activité économique qui n'y arrive pas, un club de sport, un hôtel, que sais-je. Bref, cette situation est inadmissible parce que ce sont des gens qui veulent créer de l'activité économique, qui veulent redéployer le territoire. C'est exactement ce dont on a besoin. Tout ça, c'est aussi le résultat d'un manque d'anticipation, mais aussi le résultat de 20 ans d'idéologie, finalement. Sortir du nucléaire, supprimer complètement les fossiles, vouloir faire du 100% renouvelable, on peut le tourner comme on veut, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que le renouvelable est intermittent. Et donc je pense, Oran, qu'on doit retrouver un peu de bon sens et de pragmatisme là-dedans. C'est ce que nous sommes occupés à faire avec une vaste réforme de la manière dont on va accorder dorénavant les raccordements au réseau. À côté de ça, on s'est aussi entouré des meilleurs spécialistes en région wallonne pour résoudre le problème dans l'urgence. Parce que je peux comprendre que tous ces demandeurs qui se voient recevoir des courriers où on leur dit vous serez peut-être raccordés en 2030, ou peut-être finalement non, on sera 2034, c'est évidemment insoutenable. Et donc je mets tout en œuvre, et nous mettons tout en œuvre avec mes collègues du gouvernement pour résoudre ces questions. À côté de cela, il y a la question de la facture énergétique, votre facture à tous. Mesdames, Messieurs, jamais on a fait diminuer durablement une facture d'énergie avec des slogans. Ne vous laissez pas berner par l'opposition. Le yaka, ça ne fonctionne pas. Si c'était si simple, tout le monde l'aurait déjà fait. Au niveau wallon, nous avons 3 leviers. Le premier sont les coûts de distribution. Alors c'est quoi le réseau de distribution? C'est ce qui achemine l'énergie à votre maison. C'est l'équivalent du réseau routier secondaire, si vous voulez. Figurez-vous que sur le territoire, on a 5 réseaux de distribution. On n'a tout de même pas un territoire gigantesque non plus. Mais 5 réseaux, ça veut dire 5 gestionnaires de réseau, 5 équipes IT, 5 flottes de véhicules, 2 centres de recherche, et ainsi de suite. Est-ce que vraiment c'est raisonnable? Je ne le pense pas. Nous travaillons à la rationalisation des structures parce que les structures sont au service de l'usager et pas l'inverse. Deuxième levier, le coût de renouvelable. Vous savez que le coût de renouvelable, tout comme les coûts de distribution, c'est nous tous qui payons ça. Vous tous, ce sont les ménages, les entreprises. Vous vous souviendrez tous de la bulle des certificats verts photovoltaïques qu'on paye encore toujours maintenant, qu'on a payé pendant 15 ans et qui est seulement en train de s'apurer, fort heureusement. Il faut à tout prix éviter que ça se reproduise. Plusieurs filières renouvelables, il faut développer le renouvelable, et bien entendu, plusieurs filières renouvelables arrivent à maturité. Et leur soutien doit être mieux calibré. Parce que chaque fois qu'on calibre mieux ce soutien pour éviter les effets d'aubaine, ce sont des euros en moins sur vos factures d'énergie. Et enfin, un dernier mot sur la rénovation. Système précédent, 120 primes qui coexistent, 2 ans de traitement, près d'1 milliard d'euros de dérapage budgétaire. Intenable, évidemment. Au 1er octobre 2026, nous aurons un nouveau système de soutien à la rénovation, un point d'entrée unique, un système lisible, soutenable et simplifié administrativement, avec des délais de traitement extrêmement raccourcis. Vous le voyez, on ne fera pas baisser la facture d'énergie sans des réformes de fond, des réformes structurelles. On s'y attelle et je peux vous dire qu'on ne va pas lâcher l'affaire. Merci Cécile. Alors, Audrey, à Bruxelles, vous avez entre autres donc la responsabilité d'articuler développement urbain, climat et énergie. Le développement des réseaux de chaleur et la sortie des énergies fossiles est un élément clé pour l'avenir. Pouvez-vous nous expliquer comment concilier transition énergétique et réseau de chaleur?
Oui, merci Kassem, bonjour à tous. Alors déjà parler de transition énergétique devant une ancienne mine à charbon, voilà, ça peut paraître un peu étrange, mais en fait c'est cohérent. C'est parler de notre avenir énergétique, au fait là où tout a commencé. Alors pour vous parler des réseaux de chaleur, je ne vais pas vous faire un cours, rassurez-vous, c'est quand même un peu technique, mais j'ai envie de vous emmener en voyage. En fait dans des villes que nous connaissons tous et toutes, et que j'ai envie de vous faire découvrir sous un autre jour, qui est donc celui des réseaux de chaleur. Alors pour commencer ce voyage, je vous propose, premier arrêt, New York, aux États-Unis. Alors imaginez-vous, le soleil se lève, la ville vibre déjà, et il y a en fait de la fumée qui s'échappe des bouches d'égout dans les rues new-yorkaises. Eh bien en fait, cette fumée, c'est des réseaux de chaleur. Ce sont des grands tuyaux qui passent dans le sous-sol et qui amènent donc la vapeur d'eau pour chauffer des bâtiments, de l'eau. C'est même utilisé, figurez-vous, dans les blanchisseries new-yorkaises, parce qu'au fait, New York, on le sait peut-être moins, mais dispose du plus grand réseau de chaleur du monde. Alors maintenant, quittons les États-Unis pour revenir sur notre continent, en Europe, au Danemark, et plus précisément à Copenhague. Copenhague, c'est une ville modèle pour nous, parce que 95%, vous entendez bien, 95% de ses besoins de chaleur en bâtiment sont distribués grâce à des réseaux de chaleur. Alors évidemment, Copenhague a des similitudes avec Bruxelles. Beaucoup de tuyaux dans son sous-sol qui permettent donc d'acheminer cette chaleur, et aussi un incinérateur. Alors là, à la différence de Bruxelles, mais figurez-vous qu'ils ont installé une piste de ski sur le toit de leur incinérateur. Donc voilà, à Bruxelles, on brûle des déchets, et à Copenhague, on skie dessus. Donc on a beau être dans le pays du surréalisme, là franchement, je pense que les Danois nous ont battus sur ce point. Mais donc, ça, entre New York, où New York, vous avez des énergies fossiles qui alimentent ce réseau de chaleur, à Copenhague, donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'énergie fatale, puisqu'on recycle déjà une partie, on brûle des déchets. Mais donc maintenant, il est temps de revenir dans notre plat pays, avec donc deux exemples. Alors, évidemment, comme on est à Liège, je ne pouvais pas ne pas prendre un exemple liégeois. C'est le campus du Sartillement, donc de l'Université de Liège. Alors là, il faut savoir qu'au fait, le réseau de chaleur permet de couvrir 70% des besoins de chaleur du bâtiment et 30% de leurs besoins énergétiques. Donc vous voyez, déjà en Wallonie et à Bruxelles, il y a des projets, ça existe, il y en a 20 en Wallonie. Seulement, ils restent fragmentés, ils sont parfois invisibles, je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne les connaissent pas encore. Et donc, il faut continuer à innover. Et donc, à Bruxelles, on en est où? Alors, à Bruxelles, comme je vous l'ai dit, on a un incinérateur qui permet, en effet, d'alimenter un gros réseau de chaleur, alors qui, pour l'instant, ne couvre que les serres royales de Laken. Donc, j'espère que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de les visiter parce qu'elles sont magnifiques. Et ce réseau de chaleur, il est en train d'être étendu. Il va permettre de chauffer des logements, des bâtiments publics, des écoles, une piscine. Donc ça, c'est encore avec de l'énergie fatale. Et donc, on doit continuer l'innovation, on doit encore aller un pas plus loin. Et c'est comme ça que dans le quartier Nord, qui est, vous le savez, j'espère que vous le savez, qui est en pleine mutation, on a à ce moment-là un nouveau projet où là, on passe à des réseaux de chaleur de 5e génération. Pourquoi de 5e génération? Parce que donc, ce sont des nouvelles technologies. Et là, au fait, on va aller chercher la chaleur dans notre sous-sol, c'est de la géothermie, et dans nos égouts, ça c'est de la ryothermie. Et là, à ce moment-là, mesdames et messieurs, on est avec une vraie énergie décarbonée. C'est là, au fait, le vrai changement de paradigme. C'est que là, on ne se chauffe plus avec de l'énergie fossile ou fatale, comme je vous l'ai expliqué, mais là, c'est de l'énergie locale, décarbonée, et surtout, qui reste à un prix stable, peu importe les conflits géopolitiques qui agitent notre monde. Et ça c'est une vraie bonne mesure pour votre portefeuille. Alors, je ne pense pas qu'à Bruxelles, en effet, on skiera sur notre incinérateur. Mais si à un moment, à Bruxelles, on arrive à avoir dans notre capitale une énergie locale, décarbonée et avec un prix stable, là, je pense que ce sera une révolution. Ce sera en tout cas une plus grande réussite que d'avoir une piste de ski sur un incinérateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec vous trois, on le prouve déjà, une politique énergétique libérale, ce n'est pas des slogans, c'est une stratégie cohérente pour la croissance de long terme, l'emploi, le pouvoir d'achat, ici en Wallonie, à Bruxelles et pour tout le pays. Merci. Merci à tous les trois.
La Belgique est au cœur battant de l'Europe depuis des siècles. Bruxelles en est sa formidable capitale. La Wallonie y est au carrefour d'un marché de 500 millions de consommateurs. Nous avons les cerveaux, le territoire, les entrepreneurs, le savoir-faire et l'envie. Face au bouleversement du monde, propulser nos forces est une obligation. Nous devons investir dans l'innovation, dans tous nos talents. La stratégie est claire. Il est l'heure pour l'action et pour la coopération entre nos régions. Il est l'heure d'attirer le monde dans nos régions. Il est l'heure de faire rayonner fièrement Bruxelles et la Wallonie. Et on a beaucoup de chance aujourd'hui sur cette scène. On réunit 2 ministres présidents libéraux, 2 partenaires qui forment aujourd'hui un véritable duo pour vanter nos régions. Exactement, et jamais la Wallonie et Bruxelles n'auront été aussi liés, aussi soudés et aussi fiers politiquement. Nos sorts sont liés car il en va tout simplement de l'avenir de notre pays. Merci d'accueillir les ministres présidents libéraux pour la Wallonie, Adrien Delimon, et pour Bruxelles, Boris Diliès. Mesdames, Messieurs, chers compagnons, bonjour. Alors, nous sommes particulièrement heureux, Adrien et moi, de nous trouver côte à côte parce que, ça a été précisé, c'est la première fois de toute l'histoire de l'humanité que la région bruxelloise et la région wallonne ont des ministres-présidents libéraux. Évidemment pour Bruxelles en particulier, grâce à nos militants, grâce à nos élus, grâce au travail mené par David Lester, par Georges-Louis Boucher et par nos parlementaires, eh bien aujourd'hui, Bruxelles est reprise en main. Vous le savez, Bruxelles, c'est la capitale du royaume, mais c'est aussi la capitale de l'Europe. J'entends bien le rappeler, j'entends bien faire en sorte que Bruxelles ne vive plus côte à côte par rapport à sa chance qu'est la présence de l'Europe dans cette capitale, parce que c'est aussi la capitale de 500 millions d'Européens. C'est aussi, vous le savez, le premier centre diplomatique, le siège de l'OTAN. Et ce n'est pas finalement une question d'ego, mais c'est une question d'histoire, de géographie, mais surtout d'histoire que nous nous devons d'honorer. Nous sommes souvent la vitrine de la Belgique, et bien souvent par ses décisions, par sa position, par ce qui s'y passe et par ce qui s'y décide, eh bien Bruxelles est souvent la capitale du monde. C'est pour cela que nous entendons dans ce nouveau gouvernement, avec Audrey Henry, avec l'ensemble de nos parlementaires, faire rayonner cette dimension européenne. C'est aussi pour cela que nous avons, en l'espace de moins de 2 mois, fait en sorte d'avoir enfin un budget. Nous avons une trajectoire budgétaire claire, précise, pour redonner des moyens et des capacités. Nous entendons le faire de manière sérieuse, vous le savez. C'est souvent lorsque les choses sont difficiles, lorsque les choses vont mal, que l'on appelle notre famille politique aux commandes. Et donc je suis particulièrement heureux d'accomplir cette mission aux côtés d'Adrien Delimon, notre excellent ministre-président wallon. Merci. Merci Boris. Clairement, le plaisir évoqué par Boris est entièrement partagé. Être le porte-voix de notre région est indiscutablement un des côtés les plus enthousiasmants de la fonction. La Wallonie, c'est 100 fois la superficie de Bruxelles, je dirais même un peu plus de 100 fois. C'est plus de 16 000... Tu exagères. Non, c'est la vérité. 16 000 km², 3,7 millions d'habitants, suffisamment peuplé pour être dynamique, suffisamment aéré pour rester viable et vivable agréablement, et 80 000 km de routes et d'autoroutes, 1665 km de voies ferrées, 450 km de voies navigables, 4 ports, dont Liège, le 3e port intérieur d'Europe, 2 aéroports enviés partout, Liège, Charleroi. Et ce ne sont pas uniquement les statistiques, parce que je sais que vous êtes en train de vous penser, mais pourquoi il est en train de lâcher tous ces chiffres? Mais c'est clairement les artères d'un organisme qui peut redevenir puissant. La Wallonie a tous les atouts nécessaires pour affronter les défis de ce siècle. Au cœur du plus grand marché du monde, l'Union européenne, un marché de 500 millions d'habitants, une région connectée aux grands axes de l'ensemble du continent,
connecté aux principaux bassins économiques voisins, un territoire accessible, un territoire stratégique, un territoire où, contrairement à beaucoup d'autres, il y a encore de la place pour entreprendre, pour produire, pour innover, de la place pour grandir. Ceux qui parlent de la Wallonie comme d'un territoire fatigué se trompent. La Wallonie n'a jamais eu de problème de potentiel, simplement un problème de décision. Pendant trop longtemps, nous avons dit oui sans calculer, sans évaluer les conséquences de nos choix. Oui à des milliards dans un plan de relance qui n'en avait malheureusement que le nom. Oui aux primes à la rénovation sans évaluation du dispositif et du budget dépensé. Oui au maintien des structures sans résultat concret. Nous voulons redevenir une région capable de dire oui, bien évidemment, mais oui aux projets qui comptent, oui aux projets structurants et à l'investissement productif, oui à l'emploi durable, oui à celles et ceux qui veulent entreprendre, produire et innover. Nous savons que toute aventure commence par un oui. Nous refusons d'être la région où les projets meurent sous la paperasse. Nous voulons être la région où, pour chaque projet, on se dépasse. Moins de plans, plus de réformes. Moins de labyrinthes administratifs, plus d'efficacité. Nous changeons la manière de gouverner. Nous changeons l'ensemble du modèle. Excellent, merci Adrien. C'était brillant. Comme le disait très bien Adrien, nous inversons la tendance, assurément. Alors, Bruxelles est aussi synonyme, malheureusement, de fuite des classes moyennes. On l'a vu ces dernières années. Alors, parfois, on peut dire aussi que c'est au profit de la Wallonie. Moi j'aime beaucoup la Wallonie, mais vous comprendrez que la classe moyenne, elle est essentielle partout. Mais si la classe moyenne a pris d'autres chemins, c'est précisément pas la faute des autres. Et dans le cas de Bruxelles, il est essentiel que Bruxelles cesse de s'apitoyer, de considérer que ces maux sont liés aux autres et à la faute des autres. Et c'est dans cette optique que nous entendons aussi donner à Bruxelles un visage beaucoup plus présentable. C'est important lorsque vous voulez, quelque part, vous présenter de la plus belle des manières, lorsque vous voulez faire envie, c'est important d'être présentable. Je vais vous donner un autre exemple. Vous prenez quelqu'un au hasard, Georges-Louis Boucher, au hasard. Il est toujours impeccable. C'est pour ça qu'il est populaire. Il a de beaux cheveux, il a une belle barbe, il sent toujours très bon. À Bruxelles, on entend essayer de faire la même chose, notamment à travers le plan gare qui concerne la gare du Midi, la gare du Nord, parce que ces gares sont des vitrines. Ce sont aussi des passages importants pour les nafteurs, pour les touristes, pour les investisseurs. Et donc, à travers cela, nous entendons rendre sa dignité à Bruxelles. Et avec nos parlementaires, avec Audrey Henry, nous avons entamé ce chemin, notamment pour cesser que Bruxelles soit appelée la capitale des blocs de béton. Parce que Bruxelles mérite mieux après des années de chantier, après des années d'argent gaspillé. C'est aussi pour cela que nous soutenons de grands projets. Nous avons fait un choix très clair, c'est cesser le saupoudrage, ici et là, de toute une série d'actions essentielles, parfois vues comme essentielles pour la planète. Alors, je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler le saupoudrage en la matière, souhaité parfois par d'autres formations politiques. Mais ici, nous avons fait le choix notamment de soutenir de grands projets comme le musée Canal, qui méritait à la fois une gestion rigoureuse, mais qui mérite d'être soutenu parce que c'est finalement l'ambition justement de cette vitrine de Bruxelles. Vous avez peut-être comme moi été dans d'autres villes, voir Guggenheim, voir le MoMA, voir le Pompidou. Ce n'est pas forcément parce qu'on est passionné d'art contemporain, mais c'est parce qu'on a envie d'aller voir quelque chose dont on nous dit qu'il est intéressant d'y aller. Et ça a des retombées extrêmement positives, notamment sur l'économie. Ça fait partie de notre vision pour redorer l'image de notre belle capitale. Je t'en prie. La Wallonie, elle aussi,
est assise sur un des meilleurs territoires de l'Europe. C'est un carrefour, un lieu de passage, un lieu d'échange et de commerce. Une vraie richesse d'un territoire, elle se mesure surtout à sa capacité à produire. La Wallonie, si elle ne possède pas toutes les matières premières, elle a néanmoins la matière la plus décisive, la matière grise, les talents, des compétences, des centres de recherche, des savoir-faire de précision. Un territoire progresse quand il investit là où il est en capacité de faire mieux que les autres. Pas quand il tente d'être moyen en tout. La Wallonie concentre des moteurs puissants que beaucoup nous envient. La logistique, la science du vivant, les biotech, la défense. Et nous avons vraiment le devoir de renforcer ces secteurs, sécuriser leurs conditions d'investissement, simplifier leur environnement réglementaire et surtout veiller à ce que cette richesse irrigue l'ensemble du territoire et crée des effets d'entraînement pour l'ensemble des acteurs, qu'ils soient sous-traitants, services de formation, recherche, commerce local. Et pour cela, la réindustrialisation est la seule voie, l'unique stratégie pour affirmer notre existence, défendre les intérêts des Wallons et devenir une région moteur au cœur de l'Europe. Bleugny n'est pas seulement un site historique, c'est un rappel. Au XIXe siècle, nous avons été l'atelier de l'Europe bien avant que le mot mondialisation n'existe et soit peut-être par moments utilisé à outrance. Un peuple qui a déjà été au centre peut clairement le redevenir, à condition d'accepter de se remettre au travail. Se remettre au travail et gagner du terrain, attirer, exporter, innover, produire encore plus, toujours plus. Le rayonnement d'un territoire ne se construit ni dans l'isolement, ni dans la rivalité permanente. Il s'est construit par la coopération intelligente. La meilleure stratégie, ce n'est ni la naïveté, ni bien évidemment le chacun pour soi. C'est une coopération lucide, ouverte, mais pas dupe, ferme, mais pas fermée, entre patrons et salariés, entre pouvoir public et entreprises, entre niveaux de pouvoir, entre régions, entre la Wallonie et Bruxelles. Merci Adrien, excellent, une fois de plus. Alors je vous le disais, Bruxelles est effectivement, on le sait, le siège de nombreuses institutions internationales. Mais Bruxelles aussi a besoin de création d'emplois. Bruxelles, ces dernières années, s'est beaucoup dualisée. Et une des réponses, nous le savons comme libéraux, pour faire en sorte que chacun puisse s'émanciper et finalement trouver le bonheur à sa porte, quel que soit son quartier, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau, eh bien l'emploi, nous le savons, et particulièrement aujourd'hui nous le célébrons, l'emploi est assurément un moteur pour le bonheur dans beaucoup de cas. Et c'est pour cela qu'à travers les grands projets, nous soutenons aussi un grand centre de congrès qui aura pour vocation à nouveau d'être en lien avec la vocation internationale de Bruxelles, mais aussi de créer de l'emploi pour de la main-d'œuvre pas ou peu qualifiée dans de nombreux quartiers. J'ai envie aussi de vous parler d'Audi-Forêt, qui est un site extraordinaire, qui est une opportunité extraordinaire, non seulement pour Bruxelles, pour la Wallonie, pour la Flandre, mais pour le royaume tout entier. C'est plus de 50 hectares qui sont d'ailleurs dans un état impeccable et qui, là aussi, vont amener de nouveaux emplois pour de la main-d'œuvre parfois extrêmement qualifiée, mais parfois peu ou pas qualifiée. Et en la matière, nous ne pouvons pas imaginer de préparer Bruxelles et les prochaines générations, nous ne pouvons pas imaginer de rendre Bruxelles plus attractive si nous ne travaillons pas sur la formation. Valérie l'a rappelé tout à l'heure, et notamment sur l'intelligence de la main. Chers amis, vous avez voté pour qu'on arrête de tergiverser, de financer ce qui ne marche pas, d'avoir honte de produire, d'entreprendre, de réussir, avec Boris et Audrey à Bruxelles, avec nos collègues David, Éléonore, Mathieu, Bernard au fédéral, avec Valérie, Pierre-Yves, Jacqueline, Cécile, Anne-Catherine, avec nos députés, avec nos bourgmestres, avec nos échevins,
partout sur le territoire, avec vous tous. Nous formons aujourd'hui quelque chose de rare, une équipe cohérente. Nous remplirons le mandat. Je le répète, nous tiendrons nos promesses. Merci à tous. J'ai toujours rêvé d'être médecin légiste et donc je reprendrai des études pour pouvoir enfin exercer cette passion. Alors si je devais changer d'orientation professionnelle demain, eh bien je reviendrais à mes premières amours, à savoir l'avocature, toujours au service de nos entreprises, mais peut-être d'une manière différente, avec une vision autre aussi. Alors j'ai toujours aimé le commerce, donc, par exemple, tenir une librairie ou tenir un café, c'est quelque chose qui me plairait parce que c'est du commerce, mais c'est aussi des relations humaines avec les gens. Alors je pense que si je dois me reconvertir, je retournerai à mes premières amours, le barreau et le droit, et principalement le droit public et le droit administratif. Je continuerai d'enseigner à l'IFA-PME, donc l'enseignement qui forme en alternance des personnes en reconversion professionnelle. Ah, et Pierre-Yves sera content que je parle de l'IFA-PME. Alors moi je suis ingénieur, donc il y a un domaine qui m'attire particulièrement, c'est de l'ingénierie biomécanique. C'est le fait de concevoir des prothèses qui peuvent être même commandées par la pensée. Donc ça, c'est vraiment un domaine qui m'attire. Alors, ça, c'est une bonne question. Si je devais encore changer de métier, eh bien, je réaliserais un de mes fantasmes qui est d'ouvrir un Kaberdouche, comme on dit à Bruxelles, un estaminet, un café dans lequel je pourrais recevoir mes habitués et mes habitués, où on referait le monde pour la 18e fois. Eh bien, je reviens sur ma ferme. Je suis très attachée à cet héritage, au contact avec les animaux, avec la campagne, avec la nature. Et je garderai aussi une activité dans l'enseignement, dans les sciences du vivant. C'est tellement riche de transmettre. Je crois beaucoup en la formation, en l'enseignement pour changer les choses. Alors, si je devais changer de métier, incontestablement, je deviendrais éleveur de poules. Je le suis d'ailleurs à une échelle modeste, mais je deviendrai assurément éleveur de poules. Alors, si je devais changer de voie demain, je retournerais au droit. C'est là que tout a commencé pour moi et donc ça ne m'a jamais vraiment quitté. Je passerai le concours pour la magistrature, une autre manière de servir Bruxelles et les Bruxellois, de manière plus discrète, mais tout aussi essentielle. Alors, si demain je devais me réorienter professionnellement, je pense que je redeviendrais entrepreneur parce que j'adore ça, vraiment le fait d'avoir un problème du quotidien, essayer de le solutionner durablement. Et puis après, d'avoir surtout un impact concret sur la société. Je pense que je me lancerai dans des études de vétérinaire. Alors évidemment, elles sont assez longues, donc soit vétérinaire parce que j'ai une passion pour les animaux, soit peut-être gestionnaire d'un refuge. Si je devais changer de boulot, alors ce serait peut-être avec le micro, parce que j'ai été journaliste professionnel, donc pourquoi pas recouranter la vie, pas la vie politique, mais plutôt la vie et l'actualité sportive, ou alors peut-être prendre une trattoria italienne avec mon épouse, parce que voilà, j'adore cette ambiance, j'adore cuisiner, j'adore le bon vin, j'adore manger, donc pourquoi pas. Mes chers amis libéraux, vous me voyez devant un bâtiment en construction, c'est vers là que je me réorienterai. Je retournerai vers la gestion d'entreprise, je retournerai vers le bâtiment, parce que ça m'a fait toujours très grand plaisir d'être près des gens, d'être sur le terrain et de voir que les constructions deviennent réalité. Devenir musicienne professionnelle. C'est une grande frustration que j'ai, je ne joue pas d'instrument de musique. On dit que la musique adoucit les mœurs, alors je serais ravie d'avoir cet impact-là sur les gens. Et l'autre option, c'est rester bourgmestre à vie, jusqu'à ma mort. Merci Adrien, merci Boris et merci à nos ministres. Vos messages le montrent bien, que l'on soit à Namur ou à Bruxelles, notre projet est le même. Libérer le travail, soutenir les entreprises, sécuriser notre avenir énergétique et nous rendre du pouvoir d'achat à tous au quotidien. Je prends un peu de hauteur, sinon on va être un peu serré. Il est maintenant temps d'accueillir notre figure de proue, cet infatigable bretteur, ce passionnant débatteur et puis aussi toujours surprenant créateur d'idées. Vous savez de qui je parle. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir notre président Georges-Louis Boucher. Merci beaucoup pour votre présence.
extrêmement nombreux sur ce magnifique site de Blénimine. Alors Kassem et Oran, vous posiez la question, il faut dire Bleny. Il faut dire Bleny parce que, et c'est le bourgmestre qui me l'a expliqué, je n'en sais rien, mais lui me l'a dit, en fait à la fusion des communes, ils ont fait une erreur au moniteur belge, comme quoi ça arrive, et ils ont mis un accent sur le E, donc il faut se battre pour dire Bleny, en tout cas c'est la volonté de Jérôme Cochard, qu'on peut à nouveau applaudir bien fort pour le défi qu'il a rempli. Alors, vous savez, je suis d'autant plus heureux d'être ici, compte tenu de l'histoire du site. Alors, cette histoire du site, certains nous ont dit qu'en fait, elle n'était pas la nôtre. J'ai vu une députée socialiste, presque la larme à l'œil, et je ne rigole pas, vous pouvez retrouver les images sur Internet, nous expliquer que son grand-père était mineur. Eh bien, ça tombe bien, Christy. Je suis aussi le petit-fils d'un mineur. Et je voudrais dire que venir d'un milieu populaire ne vous oblige pas à la jalousie sociale, ne vous oblige pas à la haine de la réussite, ne vous oblige pas à la lutte des classes. Venir d'un milieu populaire et les valeurs populaires, c'est au contraire celle du travail, celle de la responsabilité, celle de ne pas se plaindre, celle qui veut lutter contre l'assistanat. Alors oui, chers amis libéraux, ici à Bleny, on est plus que jamais à notre place. Alors, pour l'illustrer, parce que ce soit les députés du PS, vous, nous, aucun d'entre nous ici ne sait ce que ça a pu être de descendre si bas. Vous aurez l'occasion, vous êtes plus de 800 à être inscrits, à pouvoir prendre ces petits ascenseurs, où vous verrez qu'il ne vaut mieux pas être trop grand, à quel point les gens étaient compressés pour aller travailler toute une journée au fond. Aucun d'entre nous ne l'a vécu, sauf un. Il y en a un qui est présent ici parmi nous, qui a commencé à travailler à 14 ans. Il a commencé à travailler sur ce site en 1954. C'est un homme exceptionnel. Alors je vais être tout à fait honnête avec vous, parce que je n'aime pas ces constructions de communication. On n'a pas encore eu l'occasion de se voir. Mais mes équipes l'ont rencontré. S'il est aussi exceptionnel que ce qu'on m'a dit, vous n'allez pas être déçus du déplacement. Je vous demande vraiment un tonnerre d'applaudissements pour Michel. Michel, qui est un ancien mineur de Blény, vous pouvez vous lever. Ça va ? Venez, venez. Je te suis. Venez ici. Voilà. Bonjour à tous. Oui, on m'a fait la leçon. Oui, Ouais. je vous ai expliqué. Ouais. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous. On a demandé, en fait, de savoir s'il y avait encore des mineurs qui étaient encore parmi nous, parce que cette activité est quand même une activité qui s'est arrêtée ici, à Bleny, en 1980. Et quand Michel a été contacté, Oui. je pense pouvoir dire qu'il était extrêmement enthousiaste de pouvoir nous livrer un témoignage. Tout à fait. Et donc, je lui laisse la scène, mais je vois qu'il l'occupe déjà bien. Bon, ben, je suis Je vois habitué. qu'il le gère. Je vous en prie, je t'en prie, Ben parce voilà. qu'il m'a demandé de le tutoyer, donc je le tutoie. Ah, bien sûr. Nous, dans la mine, c'est tu. Hein, commencer à faire des platitudes de ce land, faire des land, des autres. Hein. D'ailleurs, dans la mine, on ne parle que l'eau à l'eau. Hein. On ne ose que l'eau à l'eau. Mais si je vais parler français. Ben voilà, j'ai commencé en 1955. Pas 54. Désolé. Hein. Au charbonnage du bois de Micherou, qui a fermé, évidemment. J'avais 14 ans et 3 mois, parce que toute ma famille était mineure. Moi, je viens de la région du centre, Chapelle-Ernimont, de la Louvière. Et comme tous mes parents étaient mineurs, maman avait tout dit, mais Dieu n'ira jamais dans le fosse. Ayant vu les pénibilités, alors elle m'avait mis à travailler à Verviers ici, dans une usine où on faisait des chapeaux.
Mais je ne m'amusais pas là. Et surtout, j'ai gagné 4 francs de l'heure. À l'époque, évidemment. Alors, j'ai pris mon vélo, 20 km, arrivé au charbonnage. Je me suis présenté et le conducteur m'a demandé si j'avais fait ma communion. En pensant que j'avais moins de 12 ans. Quoi. J'ai dit, ça va, j'ai 14 ans. Puis, j'ai dit, je vais ici pour travailler. Ah ouais, ben, je veux bien. Seulement, il faut l'autorisation de tes parents, hein, comme maman veut dire. Hein. Il me dit, qu'est-ce que tu dois faire? Ça fait les 3 premiers jours, j'ai fait la surface avant de descendre. Puis 4e jour, on me l'a envoyé, le beurre. Et voilà il fallait, quand tu avais fini la journée, il fallait te laver en douche. Ah. Mais moi, à 14 ans, hein, je n'avais jamais vu des hommes tout nus, moi. Hein. Je me dis, ouais, qu'est-ce que tu dois faire, toi? Ça fait, je sais que quand il remonte, il fume, parce qu'on ne peut pas fumer dans la mine. Hein. Je me dis, tu vas attendre, hein. Quand ils auront fini, ben, ils m'avaient l'œil. Hein. Ils sont venus m'emmerder dans la douche, évidemment. Ils sauraient où on a les grosses lunettes. Hein. Quand je suis arrivé chez moi, maman me dit, viens voir ici, toi, gamin. Qu'est-ce que... Tu vas pas me dire que tu n'as pas descendu, là, mine, hein. Je lui ai dit, mort, tu réfléchis. C'est ça, tu as descendu. Mais évidemment, enfin, Michel, je te l'avais interdit. Ça, je le sais, moi. Mais je ne voulais plus le voir travailler. Je ne voulais plus que ma mère ait travaillé. Merci. Oh, je peux vous parler pendant 2 heures. Hein. Il y a plein de choses à raconter, évidemment. Chaque fois que je fais des visites, j'en fais moins maintenant ici, hein, eh bien, les gens qui sont terminés, ils ne me quittent pas. Ils veulent avoir dans document que je raconte encore ceci et cela. Ils m'applaudissent. Et là, il y a une chose, c'est que dans la vie, il faut être valorisé. Et quand je venais ici travailler, j'étais valorisé. Parce que vous comprenez bien que si je restais chez moi toute la journée, assis dans le fauteuil à regarder la télévision, qu'en fin de journée, ma femme allait me dire, t'en as fait une belle journée, toi, hein? Donc voilà, ce qui reste à prouver, c'est que nous, notre époque, en tous les cas, on était respectueux du travail. On a toujours été travaillé. Pourquoi? Même qu'il y avait des problèmes dans la mine, le lendemain, c'était rebelote. Pourquoi? Parce que la famille est derrière et il faut les nourrir. Donc, on levait les bras et on partait travailler. Si bien que quand j'ai commencé, j'ai fait 20 km en vélo, 20 km retour et 48 heures semaine, hein, dans la mine, à l'époque. Mais heureusement, à l'époque, en 1955, j'avais déjà un vélo électrique. Oui. Mais ce n'était pas comme ceux-ci. Hein. C'est avec une dynamo qui tourne sur le pneu, hein, qui fait la lumière. Hein. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Merci Michel. On se voit tout à l'heure. Merci. Merci 1000 fois Michel. Il n'a pas voulu que je donne son âge, donc je ne le donnerai pas. Mais si vous êtes un peu pas trop mauvais en calcul mental, je pense qu'on signe tous pour avoir la même trajectoire. Moi, je voulais vraiment insister sur un élément par rapport au témoignage de Michel, c'est l'optimisme. C'est l'optimisme. C'est l'optimisme qui manque tant aujourd'hui dans la société. Si vous regardez le débat médiatique, tout est une catastrophe. Il n'y a plus rien qui va. On est une société où on n'a jamais eu autant de confort. Et à chaque fois que vous regardez quelque chose, on vous explique que ça n'a jamais été aussi pire. C'est complètement fou. Beaucoup sont responsables. Des syndicats, des politiques, tous les acteurs du monde médiatique, parfois la presse aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, aujourd'hui, le nombre de points d'exclamation dans les titres de presse. Il y a un journal en particulier qui est spécialiste, je ne vais pas dire son nom, mais à chaque fois, vous recevez des alertes sur votre téléphone. Pris à la pompe, l'annonce, point d'exclamation. Le MR, la grande annonce, point d'exclamation. Et en fait, moi, ça me stresse, les points d'exclamation. Parce que ça veut dire qu'il se passe un truc grave. Mais quand vous avez 20 points d'exclamation sur la journée, c'est que c'est la fin du monde. Il faut arrêter avec ça. Il faut rompre avec cette vision misérabiliste, cette vision dramatique. Oui, on a des problèmes. Oui, on a des défis. Mais regardez tous les atouts.
Regardez nos atouts. Le niveau d'éducation le plus élevé de l'histoire de l'humanité, la plus longue espérance de vie, le fait d'avoir le plus haut niveau de richesse partagée, être au cœur de l'Europe, dans une situation où il est quand même plutôt agréable de vivre ici par rapport à beaucoup d'autres endroits du monde. Cet optimisme, on doit le porter. Parce que si tous les matins, quand vous vous levez, vous vous dites que ça ne va pas, je peux vous dire qu'à la fin de journée, ça n'ira pas. Si par contre on se lève le matin avec l'envie de faire quelque chose, avec l'optimisme de la volonté qui tenait tant à cœur à Jean Gaulle, alors on peut réaliser de grandes choses. Et ça doit être le message des libéraux. Alors bien sûr, il ne faut pas un optimisme béat. On doit travailler pour l'alimenter. Travailler, c'est aussi faire en sorte de réhabiliter un concept qui, comme l'optimisme, a été complètement oublié. C'est celui de la croissance. La croissance, sans laquelle notre système ne peut pas fonctionner. Ça fait au moins 15 ans que la classe politique ne vous parle plus de croissance. Certains vous parlent même, du côté de Liège, de Charleroi, de Mons, de décroissance. Alors, je vais juste vous donner un chiffre. Avant le début de ce gouvernement, le coût annuel des pensions était de 61 milliards d'euros. En 2030, les pensions coûteront 79 milliards d'euros. Alors, si vous avez juste, ce qui manifestement n'est pas le cas de certains de nos contradicteurs politiques, retenu les bases mathématiques de vos cours d'école primaire, comment puis-je faire pour pouvoir assumer une charge qui est 18 milliards d'euros plus chère en à peine 7 ans si je n'ai pas de croissance? Comment augmenter les salaires si je n'ai pas de croissance? Comment faire face aux défis climatiques et celui de la transition si je n'ai pas de croissance? Comment faire pour soutenir les travailleuses et les travailleurs sans croissance? C'est la raison pour laquelle le mouvement réformateur va déposer aux différents niveaux de pouvoir un big deal de la croissance. Parce que ces dernières années, on nous a parlé beaucoup du Green Deal. Bien sûr que le climat est un enjeu essentiel. Mais comment, et tout à l'heure, ça a été expliqué lors des différents panels, financer ce changement sans pouvoir avoir les ressources financières? Aujourd'hui, cette croissance, pour être portée, elle doit pouvoir s'appuyer sur une énergie abondante et bon marché. Cette énergie, aujourd'hui, elle est composée avec plus de 60% de taxes. Mais on nous explique que c'est la fatalité, que c'est le climat international. On nous dit en fait qu'on va mettre l'énergie chère pour que les gens fassent la transition. Aujourd'hui, la situation de nos concitoyens est assez simple. Vous avez une voiture thermique, l'essence est chère. Vous voulez passer à une voiture électrique, pas de bol, la voiture est chère, et l'électricité aussi. Si tout est cher, en quoi on incite les gens? Aujourd'hui, si on veut financer la transition, si on veut financer nos défis, on doit retrouver une énergie bon marché. C'est la raison pour laquelle les actions menées par nos différents ministres de l'énergie, et en particulier une décision importante hier sur le nucléaire, visent à maîtriser les coûts de l'énergie. Car une énergie bon marché, c'est un développement économique. Un développement économique, c'est de la richesse. Et cette richesse nous permettra de relever nos défis. Alors oui, mesdames et messieurs, je sais que ce n'est pas dans l'air du temps. Je sais que certains vont certainement nous fustiger. Rassurez-vous, si ce n'est pas pour ça, ce sera pour autre chose. Mais aujourd'hui, on doit inverser les erreurs stratégiques qui ont été faites depuis 25 ans en matière énergétique, car l'énergie, c'est plus qu'une politique, c'est plus qu'un moyen. L'énergie, c'est la base de notre civilisation, c'est la base de notre développement économique, c'est la base de notre bien-être.
Alors, cette croissance, elle doit aussi nous aider à relever le défi budgétaire. Ce défi budgétaire, on vous le présente comme insurmontable. Surtout qu'à côté, nous avons pris des engagements. Nous avons fait des promesses sur l'amélioration du pouvoir d'achat. L'amélioration du pouvoir d'achat, ce n'est pas quelque chose qui était simplement une promesse de campagne. Nous y travaillons et nous obtenons déjà des résultats. Est-ce que, lorsque l'on diminue à 3% les droits d'enregistrement pour le premier logement en Wallonie, on ne travaille pas pour le pouvoir d'achat? Est-ce que, quand on baisse de moitié les droits de succession, on ne travaille pas pour le pouvoir d'achat? Est-ce que, lorsque nous décidons d'avoir 240 heures supplémentaires, on ne rencontre pas notre slogan de travailler plus pour gagner plus? Est-ce que, lorsque nous permettons l'extension des flexi-jobs, mais aussi des jobs étudiants, nous ne permettons pas à des centaines de milliers de personnes, à des millions de personnes, d'améliorer leurs revenus? Alors bien sûr, il y a les fameux 500 €. Le PS a trouvé le slogan. Les 500 €. Les 500 € de différence entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas seront obtenus. C'était une promesse, cette promesse sera tenue. Elle sera tenue via la réforme fiscale qui arrive au Parlement dans les prochaines semaines. Mais je trouve quand même, mesdames et messieurs, que ceux qui n'ont rien fait ces 20 dernières années, que dis-je, ces 50 dernières années, pour le pouvoir d'achat des femmes et des hommes qui travaillent, seraient peut-être mieux inspirés d'avoir un peu de patience avant de critiquer. Parce que oui, je comprends l'impatience, je l'entends, mais nous sommes en Belgique. Les choses prennent du temps, le budget n'est pas en bon état, les discussions politiques sont certainement beaucoup trop nombreuses et longues. Mais notre détermination permet de surmonter ces obstacles. Alors oui, cette réforme fiscale va rendre de l'argent tout en luttant contre les abus. Mais aujourd'hui, je veux le réaffirmer avec force. Contrairement à nos opposants politiques, le mouvement réformateur n'est pas le parti de l'allocation sociale, mais le parti du travail. Alors, je vous le disais, on a deux défis. On a le défi budgétaire et le défi du pouvoir d'achat. Certains estiment parmi les analystes que c'est impossible de faire les deux. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on parlait du wallon, parce qu'en Belgique, on a tout dit fait comme ça. On a tout dit fait ainsi. Quand on avait un trou budgétaire, on mettait de l'impôt. De l'impôt et de l'impôt et de l'impôt. Aujourd'hui, on n'est plus les seuls à dire que notre niveau de dépenses publiques est complètement intenable. Les agences de notation qui se sont exprimées ces 10 derniers jours ont établi également qu'avec 55% de notre PIB en dépenses publiques, la Belgique était l'un des pays au monde où la dépense publique était la plus élevée. Pour quel résultat? Pour quel résultat? Est-ce que vous trouvez que nos routes sont en meilleur état qu'aux Pays-Bas? Est-ce que vous pensez que notre enseignement est de meilleure qualité? Est-ce que vous trouvez que notre justice est plus efficace? Pourtant, vous devez savoir une chose, c'est que si on ramène les Pays-Bas à la taille de la Belgique, nous dépenserions 60 milliards d'euros de moins chaque année. 60 milliards d'euros de moins. Parce qu'aux Pays-Bas, il y a moins de structures politiques. Parce qu'aux Pays-Bas, il y a moins de structures administratives. Parce qu'aux Pays-Bas, on ne triche pas sur la maladie. Parce qu'aux Pays-Bas, on ne distribue pas des chèques n'importe comment. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous le dire très simplement.
Si on veut plus de pouvoir d'achat, c'est simple. Il faut moins d'État pour plus de pouvoir d'achat. Alors, ce moins d'État, j'entends déjà la gauche. On est quand même en province de Liège, ils ne sont jamais trop loin. Dire, vous allez être moins bien soignés, il y aura moins de policiers, les services publics seront plus accessibles. Pour autant que les services publics le soient, je ne sais pas combien de temps vous avez attendu votre permis, ou parfois simplement d'avoir accès à votre administration. Mais au-delà de ça, c'est pas ça, moins d'État. Moins d'État, c'est avant tout lutter contre les abus en termes de politique sociale. Les faux malades, j'en ai parlé. C'est inacceptable qu'aujourd'hui, 3 rapports officiels fixés par l'INAMI nous démontrent que pour les échantillons qui ont été testés, on est à plus de 50% de cas qui sont des personnes mises en arrêt de travail à durée indéterminée, alors que ces personnes pourraient reprendre une fonction semblable ou adaptée. C'est inacceptable d'avoir 3 fois plus de bâtiments de justice que dans les pays voisins. C'est inacceptable de continuer à avoir tant de structures publiques et d'avoir, rien qu'en Wallonie, 3,6 milliards d'euros chaque année de dépenses en plus que la Flandre, dans le même pays. C'est inacceptable de faire croire aux gens que leur bien-être passe par l'entretien d'un système qui en fait vise tout simplement à permettre à certaines formations politiques, mais aussi syndicats ou mutuelles, de prospérer. C'est inacceptable, mesdames et messieurs, que dans notre pays, nous ayons des milliards d'euros d'argent public qui sont aujourd'hui gérés par des caisses privées et en plus marquées idéologiquement. C'est inacceptable, mesdames et messieurs, que nous ayons dû rendre 80 millions d'euros aux syndicats. Savez-vous pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez de chômeurs. Oui, mesdames et messieurs, le gouvernement Vivaldi avait décidé, avec Pierre-Yves Dermagne, socialiste, de donner 80 millions d'euros aux copains, parce que les copains n'avaient plus assez de chômeurs à gérer. Quelqu'un doute encore que le chômage est le business model des syndicats et la maladie celui des mutuelles? Combien de temps allons-nous nous voiler la face? Là, c'est là que les réformes doivent être faites. Parce que je suis d'accord avec le PS. Il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres. J'aime bien Robin des Bois. J'ai un fils de 2 ans, je vais bientôt le mettre. Il est sur Aladdin pour le moment, on le mettra sur Robin des Bois. Mais aujourd'hui, être Robin des Bois, c'est prendre à l'État pour rendre aux gens. Et ces gens sont les travailleuses et les travailleurs. Alors, ce moins d'État pour plus de pouvoir d'achat, il doit nous amener à rencontrer nos objectifs budgétaires. J'entends aujourd'hui Pablo de Charleroi, parce qu'il est très fan de l'Espagne, vous avez remarqué? Pablo, c'est Paul. Hein? Parce qu'en fait, je vais l'appeler Pablo, il parle tout le temps de l'Espagne. D'ailleurs, il vaut peut-être mieux parler de l'Espagne que de son bilan. Mais l'Espagne, ce pays qu'il trouve formidable, ce pays où la pension est à 67 ans, sans possibilité de partir avant, ce pays où le salaire minimum est 2 fois plus faible qu'en Belgique, ce pays où la corruption est présente partout dans le gouvernement, ça doit peut-être rappeler des souvenirs, ça doit être la nostalgie. Sommes-nous réellement sérieux quand les médias offrent des doubles pages, des triples pages à quelqu'un qui nous a expliqué il y a 10 ans qu'on ne devait pas signer l'accord commercial avec le Canada, le fameux CETA, qui aujourd'hui a rapporté plus de 2 milliards d'euros à la Wallonie. Ce même monsieur qui expliquait encore en 2021 que le nucléaire, je cite, la page était tournée. Manifestement, il n'a pas pris le bon livre. Ce monsieur
qui a fait de Charleroi ce qu'est Charleroi et qu'on s'entende bien. Parce que je suis fatigué par les caricatures. J'aime profondément Charleroi. J'aime tellement Charleroi que mon fils y est né. Mais je n'aime pas du tout, et il y a des Carolos dans la salle, je le vois. Vive Charleroi! Il y a beaucoup de Carolos. Mais je déteste par contre ce qu'on a fait de Charleroi. Alors franchement, quand on met sa ville en faillite, quelle est la légitimité de venir donner des leçons à ceux qui doivent rattraper 50 ans de gabegie socialiste en Wallonie, 40 ans de gabegie socialiste à Bruxelles, et on voudrait qu'en quelques mois, tout soit résolu. Alors, j'entends souvent les camarades me dire « Mais les libéraux étaient toujours là, toujours avec eux, sauf une fois. » La seule fois où on n'était pas avec le PS. Le déficit budgétaire a été réduit à moins 0,7. C'était la suédoise. Je vous invite vraiment à reprendre les articles de presse de l'époque parce qu'à moins 0,7, on avait le sentiment qu'on avait pris les billets et qu'on l'avait jetés par la fenêtre. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, on est à moins 5. Moins 5. Pas 0,5, moins 5. Et ça, ce n'est pas notre bilan. Je refuse d'entendre ça. Qui a voulu, comme il le propose aujourd'hui, continuer à injecter de l'argent sans limite dans le système? Qui n'a pas voulu réformer le chômage qu'a fait David Clarinval? Qui n'a jamais voulu réformer la question des malades de longue durée? Qui n'a jamais souhaité réduire le train de vie de l'État? C'était nous peut-être. C'était nous. Alors, maintenant, figurez-vous, ça c'est la dernière blague à la mode, il s'intéresse aux entreprises. Il regarde le chiffre des entreprises en faillite. Est-ce qu'il y en a un dans la salle qui pense qu'une faillite d'entreprise arrive du jour au lendemain? Est-ce qu'il y en a un dans la salle qui pense qu'avant d'arriver en faillite, on a souvent un processus qui dure au moins 1 an? Aujourd'hui, ces résultats, ce sont les résultats des gouvernements précédents, d'un plan de relance wallon qui n'était pas financé et qui coûte 5 milliards d'euros, d'une injection sans distinction de BIM, les bénéficiaires de l'intervention majorée, de tarifs sociaux à tout va, parce que l'argent de l'État n'était jamais suffisant pour pouvoir garantir ces bastions électoraux. Alors oui, je vous le dis, c'est vrai, en 14 mois, on n'a pas encore réussi à tout résoudre. C'est vrai qu'en 14 mois de gouvernement fédéral et en 20 mois de gouvernement régional, on n'a pas encore su tout remettre en ordre. Mais je voudrais juste vous attirer l'attention sur un point. C'est que 14 mois passés, il en reste aujourd'hui 36. Ça veut dire, pour ceux qui aiment le football, est-ce qu'il y a peut-être des supporters du Standard? Manifestement, ils sont moins fiers qu'avant, les supporters du Standard. Hein? Il y a une époque, ça aurait crié ici à Liège. Hein? Au football, 14 mois alors qu'il en reste 36, c'est comme si on est à la 30e minute du match. On est à la 30e minute de la vie de ces gouvernements. Il en reste 60. Et peut-être des arrêts de jeu. Il en reste 60. Alors, mesdames et messieurs, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est qu'encore une fois, je comprends l'impatience. Et moi aussi, je veux qu'on aille plus vite. Je suis certain que les prochains mois vont être décisifs. Mais je vous demande déjà de regarder tous les buts qui ont été mis sur ces 30 minutes écoulées. Et surtout, de travailler pour que les 60 minutes restantes ressemblent à PSG Bayern de Munich. Parce qu'après 30 minutes, il n'y avait pas beaucoup de buts marqués. Et on va encore en marquer beaucoup. Alors, pour réaliser ce travail, eh bien, on va avoir besoin des équipes. On va avoir besoin, bien évidemment, de chacune et de chacun d'entre vous. Mais à la manœuvre, il y a des ministres, il y a des présidents de parlement. Alors, avant de conclure mon discours, je voudrais vraiment les mettre en évidence.
parce que la situation n'est pas simple, encore une fois. Ils sont courageux, ils ont la volonté, ils prennent leurs responsabilités, ils subissent mes appels quotidiennement. Rien que pour ça, ils méritent des grands applaudissements. Mais je voudrais vraiment les inviter à monter sur scène un par un. Je vais les appeler Audrey Henry, pour commencer pour la région bruxelloise. Boris Diliès, Bertin Mampaka, président du Parlement. Pour la communauté germanophone, Gregor Fresche. Allez, peut-être. Pour la Wallonie, Pierre-Yves Géolet, Anne-Catherine Dalck, Cécile Neuven, Adrien Olimon, bien évidemment, et Jacqueline Galland. Pour la communauté germanophone, je l'ai déjà dit. Donc, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatini, toujours Jacqueline Galland, qui peut revenir 2 fois. Et bien sûr, Willy Borsu comme président du Parlement de Wallonie. Et pour le fédéral, Éléonore Simonet, la cadette du gouvernement et nos ministres. La star locale et le grand faiseur de deal, Mathieu Billet. Notre ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin. Et celui qui, il y a 12 ans, avait sorti un livre pour nous expliquer tous nos problèmes en matière énergétique. Celui qui a et qui va réaliser en tout plus de 100 réformes du marché du travail. Celui qui a réalisé une réforme dont on ne mesure pas encore tous les effets, celle de la limitation du chômage à 2 ans, David Claraval. Sans oublier le niveau européen avec Hadja Labib, parce que la Commission européenne a un rôle fondamental à jouer pour réindustrialiser nos pays, pour faire en sorte que l'Europe retrouve sa place dans le concert mondial. Parce que, mesdames et messieurs, certains ont eu beaucoup de considérations sur nos prises de position internationales. Mais dites-vous une chose, un grand parti comme le mouvement réformateur doit être actif du niveau local au niveau international, car nos grands défis sont aujourd'hui au niveau européen, que ce soit au niveau énergétique, au niveau du travail, au niveau de l'industrie, au niveau également de la paix mondiale. Alors on aura besoin de vous, on aura besoin de chaque parlementaire, on aura besoin de chaque élu locaux, les bourgmestres, les présidents de CPS, les échevins, conseillers communaux, conseillers de CPS. Mais on aura surtout besoin de chacun et chacune d'entre vous, plus que jamais. Soyez fiers d'être des libéraux! Ah, incroyable, incroyable. Alors, puisque c'est le local de l'étape et qu'il a réussi le deal nucléaire, c'est Mathieu qui ouvre le bar. Profitez bien de votre journée, un excellent 1er mai, profitez bien des visites. Et encore un immense merci à Michel, qui doit vraiment nous servir d'exemple. Merci beaucoup, une excellente journée.